carte politique de la semaine, le magazine hebdomadaire du dimanche qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants aujourd'hui, Nicolas Domnac et Maurice Safran, journalistes politiques à Challenge et à LCI et co-auteur d'un livre qui s'appelle « Macron, pourquoi tant de haine ?» paru aux éditions Albin Michel. Et avec nous également Ariel Schwab, communicante à Havas Paris. On parlera d'Emmanuel Macron, de son discours sur l'Europe et de la date présumée de son entrée en campagne, de son bilan en matière de sécurité dont parle ce matin le journal du dimanche. On parlera des ralliements à Éric Zemmour, de l'affaire Anne Frank, et on fera un tour de table sur vos coups de cœur de la semaine, comme c'est de tradition dans cette émission. Nicolas Domnac, Maurice Safran, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous ne cachez pas dans ce livre qu'il y avait des désaccords entre vous avant même l'élection d'Emmanuel Macron. L'un y croyait et l'autre pas. Plus exactement, l'un pensait qu'il n'y avait aucune chance et l'autre pensait qu'il y avait un trou de souris. Vous êtes toujours dans ce même état d'esprit, Nicolas Domnac? Si vous voulez dire par là qu'il nous arrive d'avoir des désaccords, oui, c'est fondateur. Ça permet, si j'ose dire, une dialectique, en tout cas des échanges. Et c'est vrai, je le reconnais tout à fait, que Maurice était très mal informé, si vous voulez, sous François Hollande, et moi j'étais trop près de mes sources. Et donc mes sources m'indiquaient, m'intoxiquaient sur le thème, et cela dit c'était vrai, que François Hollande préparait sa réélection. Il travaillait. En fait, il s'est dérobé. Et Maurice, lui, il va le dire lui-même, il a eu très tôt des contacts avec Emmanuel Macron et l'intuition que le parti, les forces de gauche étaient subclatantes. Non, mais au-delà au-delà de qui a eu raison, qui a eu tort, ça c'est les hasards de l'exercice politique. Je crois qu'une partie des problèmes relationnels qu'a connus Emmanuel Macron naissent à ce moment-là. C'est un mauvais mot, mais pour la classe politique, les responsables politiques et les journalistes politiques, ce qui se passe est proprement insupportable. Même pour ceux qui ont compris ce qui se passait d'ailleurs, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ce jeune type qui arrive, qui est pas... On nous a appris à Sciences Po, dans le journalisme, partout, que pour être président de la République, il fallait avoir souffert, il fallait avoir milité, il fallait avoir perdu des élections législatives, régionales, départementales, il fallait avoir distribué des tracts, et puis il y a un type qui arrive, qui n'a rien fait de tout ça. Et jamais, en plus, absolument jamais, et qui se permet de gagner. Mais en plus, vous dites, pour moi c'était une révélation, je ne savais pas, et c'est très étonnant. À l'époque de la commission Attali, il y avait une filiation Rocard-Chevènement Emmanuel Macron. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron, toute son histoire, il faut le rappeler, alors assez intéressant avec ce qui s'est passé pendant ces 5 années, toute son histoire personnelle vient de la gauche. Depuis l'âge de 14 ans, depuis qu'il s'intéresse à la politique, il a jamais frayé d'aucune façon avec la droite. D'aucune façon. Effectivement, il est un alliage absolument particulier. C'est un rocardo-chevènementiste ou c'est un chevènementiste rocardien. Ce qui est tout à fait particulier puisque les deux plus rudes adversaires au sein du Parti socialiste, c'était Rocard et Chevènement. Et effectivement, c'est de là dont il vient. Donc voilà, et c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il reste de ce passage par le rocardo-chevènementisme, on le verra tout à l'heure, mais vous avez vu beaucoup de monde pour écrire ce livre. En fait, vous avez vu tout le monde dans l'entourage, à commencer par le président lui-même qui vous fait des confidences. On lira ça dans le livre. Il vous dit qu'il est conscient
que il est conscient de cette haine qu'il catalyse. Il en a conscience. Écoutez, d'abord, quand on avait demandé à le voir, on ne lui a pas dit l'objet de notre rencontre. Et immédiatement, on a prononcé le mot haine, et là, il est parti pendant 2h15, quasiment. Enfin bon, parce que la question l'interpelle directement, intellectuellement et humainement. C'est très difficile pour n'importe qui de susciter la haine. Mais pour un président de la République, ça l'est peut-être encore plus que pour tout le monde, parce que, alors il nous le dit d'ailleurs, il y a un des principaux deuils que l'on doit faire quand on exerce le pouvoir, au fond, c'est l'amour. C'est-à-dire, il faut accepter pour bien gouverner, de ne pas être aimé. Mais il nous le dit comme on se le dit à soi-même aussi, parce que c'est une recommandation qu'il faut se répéter tous les jours. De toute façon, ça remonte pas à aujourd'hui, ça remonte à Sénèque qui disait le premier précepte pour le roi, c'est l'apprentissage de la haine. Donc, simplement, il y a une spécificité française, et ça, c'est ce qu'il nous dit aussi dans l'entretien, qu'on est un peuple monarchique et régicide à la fois. Dès qu'on installe quelqu'un sur le trône, on a envie de lui couper la tête. Alors on va parler de ça parce que c'est le cœur de votre livre et des différentes raisons qui peuvent expliquer cette haine. L'exemple le plus probant, à mon avis, c'est Michel Onfray. Vous racontez cette histoire parce que voilà un homme tout à fait respectable, un de nos meilleurs philosophes qui se laisse aller à propos d'une photo prise à Saint-Martin, à une attaque d'une violence et d'une vulgarité sans nom. Comment vous expliquez ce dérapage, Maurice Safran ? Je crois qu'Onfray est un excellent exemple du rapport absolument incroyable qui se noue entre Macron et un certain nombre de gens, d'ailleurs, qu'il faut essayer de comprendre. Donc effectivement, il y a cette photo incroyable. C'est une erreur de communication du président de la République, sans pas rendu compte. Il est dans une île, je sais plus laquelle, par exemple, je crois que c'est à Saint-Barth, en voyage officiel. Et puis, il monte dans un HLM parce qu'il y a une famille qui l'appelle. Donc ça, c'est le côté sympathique de Macron qui y va, qui a pas peur, qui monte, qui fait des photos avec cette famille. Les deux jeunes hommes qui sont là sont torse nu et il ne se rend pas compte en faisant la photo qu'il y a un des deux qui fait un doigt d'honneur. Bon voilà, donc la photo sort et il y a toute une polémique. Le Figaro, il faut dire qu'il le voit pas. Il pose pour la photo, mais il voit pas le doigt d'honneur. Il ne voit pas à sa droite ou à sa gauche, c'est plus un des deux qui fait un doigt d'honneur. Bon, très bien. Le Figaro, et c'est son rôle, fait un mini-scandale en expliquant qu'un président de la République ne doit pas se prêter à ce genre de jeu, etc., etc. Et sort sur le blog de Michel Onfray un texte d'une homophobie absolument invraisemblable, accusant clairement le président de la République d'être un homosexuel pervers et prenant plaisir à voir ce doigt d'honneur. Et le grand philosophe explique noir sur blanc que le président aurait souhaité avoir ce doigt d'honneur ailleurs que sur la photo. Texte absolument invraisemblable. Donc effectivement, qu'est-ce qui explique qu'un type aussi cultivé qu'Onfray, qui a écrit des dizaines de livres, qui a vendu des millions d'exemplaires, tout d'un coup devienne une espèce de brute, d'une homophobie absolument incroyable. Si quiconque d'autre, si un d'entre nous avait osé écrire ce genre de texte, mais ça aurait été absolument terrible. Donc effectivement, il y a quelque chose chez Macron, il y a quelque chose en Macron, il y a quelque chose que Macron projette qui est insupportable à un certain nombre de gens. Alors vous donnez évidemment différentes explications. Il y a comment vous dites qu'il a pu y avoir au début des soupçons d'antisémitisme à cause du passage par la banque Rothschild. Il y a le témoignage assez marrant de cet ancien maire socialiste de Quimper, Bernard Poignant. Un jour, on me demande si Emmanuel Macron est juif. Je réponds que non. On me répond même pas un peu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure avant qu'on rentre que en studio que ça avait l'air anecdotique, mais vous me dites non, c'est pas anecdotique. Pour moi, c'est pas anecdotique du tout. C'est un des moteurs Après, il y a toutes les erreurs qu'a commises Macron. On aura l'occasion d'y revenir évidemment.
mais un des moteurs de cette haine qui s'est développée, un des moteurs dans une partie de l'opinion, c'est la campagne Rothschild. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte. D'abord, il faut remettre les choses en leur état. Il a été banquier 1 an et demi, hein. Donc c'est tout à fait fugace. C'est tout à fait fugace dans son parcours. Il a été banquier 1 an et demi. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a bien insisté à l'extrême gauche, à l'extrême droite et ailleurs sur le banquier Rothschild. Rothschild a été on a tout d'un coup redécouvert à quel point c'était un mythe, Rothschild, quoi. C'était le mythe Rothschild, c'est l'homme de Rothschild, l'homme de chez Rothschild, l'homme qui travaillait pour Rothschild. C'est-à-dire, c'était évident que affleurait l'antisémitisme. Alors la chance, c'est qu'il soit pas juif. Moi, je pense que c'est une chance formidable. Mais cette histoire de banquier Rothschild est revenue pendant la campagne de 2015 sans cesse. Et plusieurs années plus tard, juste un mot, plusieurs années plus tard, comme par hasard, quand les Insoumis font une pantomime devant le Sénat, où ils rouent de coups un mannequin, qu'ils piétinent, qu'ils lynchent, et à qui, évidemment, j'ai dit évidemment, mais à qui ils donnent des traits de banquiers juifs, quoi. Je veux dire, des caricatures de banquiers juifs. Pourquoi ils lui donnent des traits de banquiers juifs? On voit ça revient dans un certain nombre de manifestations publiques de manière vraiment odieuse. Alors, Ariel Schwab, sur les ressorts de cette haine dont on peut dire d'ailleurs est-ce qu'elle est propre à Emmanuel Macron? Parce que c'est vrai qu'il y a une violence, il y a des attaques contre des élus, des permanences, des partis politiques. On voit ça tous les jours. Quand on lit les pages en question, par exemple, sur ce qui se cristallise en matière d'antisémitisme autour de la personne d'Emmanuel Macron, on comprend qu'il y a une valeur symbolique très forte autour de cette personne-là qui incarne, pour des raisons en partie complètement fausses et en partie tirées d'aspects réels, son passage à Rothschild, qui incarne ce qui aujourd'hui génère une haine d'une très très grande violence, c'est-à-dire l'incarnation de l'élite, de la collusion du pouvoir, de la Startup Nation qui va prendre le pouvoir de manière illégitime. Et donc, il a effectivement, enfin, ça se voit d'ailleurs dans ces quelques pages et dans les exemples que vous prenez qui sont édifiants d'ailleurs, on voit qu'il incarne, qu'il cristallise autour de lui cette violence qui cherche où se déverser. Et donc, c'est direct ou c'est indirect quand c'est des personnages qui lui ressemblent, mais en tout cas, il y a un certain nombre de critères. Ça, c'est pour le grand public, ça s'est beaucoup vu et enfin, on a, à mon sens, pas assez dit à quel point au moment des Gilets jaunes, il y a une violence on a tous perçu, la violence qui se déversait dans les rues en France et des gens qui avaient la sensation qu'ils n'avaient pas la possibilité de parler et d'exprimer cette violence-là, qui en ont eu l'opportunité à ce moment-là. Ça s'est dirigé contre les élites et contre l'emblème et le chef de ces élites-là, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et puis, il y a probablement, et c'est aussi ce que vous décrivez, des éléments qui sont vraiment liés à sa personne à lui, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique symbolique, mais il y a aussi une mécanique peut-être un peu plus psychologique. Emmanuel Macron, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est positionné dans un rapport de séduction au peuple, et beaucoup séduction dans l'entre-soi politique, journalistique, relationnel. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui sous-tend, selon vous, par exemple, le fait que certains vrillent au moment où ils les lâchent, peut-être. Mais non, je vois que vous êtes en désaccord. Alors attendez, c'est vrai que dans le livre, parmi les explications que vous avancez, il y a cette explication de la haine, le fait qu'il est trop bien, qu'il parle bien, qu'il connaît ses dossiers, qu'il brille dans les sommets internationaux. Il y a aussi le fait qu'il tient beaucoup. Attendez, je vais retrouver le passage parce que ça me semble intéressant. Qu'il a un peu les qualités de pas mal de présidents. Je veux dire, il est comment? C'est un animal politique d'une qualité exceptionnelle, dit Ferrand. Faisant en quelque sorte la synthèse. Il peut être empathique comme Chirac.
il peut être brutal comme Sarkozy, il peut être pédagogue comme Giscard, il peut être cultivé comme Pompidou, ancien tacticien roublard comme Mitterrand. Et vous en faites pas un peu trop? Est-ce que vous ajoutez qu'il est lent dans ses décisions, mais c'est un portrait quand même assez attendez, vous êtes très partiel parce que ça c'est différent, parce que ce qu'on raconte aussi et ce qui est de sa responsabilité, d'abord c'est un certain nombre de choix politiques dès le départ et au début d'un quinquennat, ça vous marque pour toujours ensuite, c'est-à-dire la suppression partielle de l'ISF et puis les APL qui sont augmentées. Je veux dire, c'est des déclarations qui sont diminuées. Enfin bon, je veux dire, c'est des décisions qui l'ont marqué comme président des riches, mais au-dessus de président des riches, à président des arrogants. C'était toutes les petites phrases, c'est-à-dire qu'il a multiplié ça. C'était dévastateur. Ça l'a poursuivi, je veux dire, jusqu'au bout. Et enfin, c'était le président de deux choses quand même, du parler vrai, et ça c'était le côté rocardien, etc. Et c'est devenu le parler faux à certains moments. Pas toujours, mais à certains moments, en tout cas, ça a jeté le trouble. Et puis, le président de la bienveillance, elle est passée où, la bienveillance? Je veux dire, hélas, elle s'est perdue pendant un bout de temps. Donc, au fond, tout ça s'est retourné contre lui, même s'il a réussi des choses, de quoi qu'il en coûte, tout ça, il reste ce qui se retourne contre lui de manière très brutale. Mais vous dites aussi qu'il corrige ses erreurs. Je voudrais compléter ce que disait Ariel. Il y a vraiment deux périodes qu'il faut analyser. Il y a la période avant l'élection, et puis la période après l'élection. Et la période après l'élection, il y a tout ce qu'il a fait de bien, et tout ce qu'il a fait où il s'est planté. On peut y revenir. Mais la période avant l'élection, je rappellerai que le samedi avant le premier tour, le samedi d'avant, 8 jours avant, il y a un édito dans le Figaro expliquant qu'il n'a pas les pieds dans la terre de France. C'est-à-dire, c'est quand même extrêmement particulier. C'est l'idéologie des années 30. Alors, une fois de plus, coup de bol, c'est un Français d'origine catholique, mais c'est une attaque absolument invraisemblable. C'est quand même le seul candidat dans l'histoire de la Ve République, c'est le seul candidat qui doit justifier qu'il n'est pas homosexuel. Tellement circule partout sur les réseaux, etc., que c'est un mariage bidon, que c'est une femme bidon, qu'il est homosexuel. Il faut qu'il s'en explique sur scène. Donc on est quand même après il y a tout ce qu'il a fait de mal lui, mais on est quand même dans un contexte extrêmement particulier. Et le sort qui lui est réservé n'est pas le sort qui est réservé aux autres candidats. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Il attaque 4 ans plus tard, c'est toujours sur le thème, il n'a pas les pieds dans la terre de France, il est d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, les pieds dans la terme de France? C'est maurassien, bien sûr. C'est totalement maurassien. En fait, c'est vrai que en vous entendant, ça me remet dans cette période sarkozyste, parce que je pense quand même, et ça vous aura pas échappé dans vos analyses évidemment, que on réalise quand même qu'il y a une autre personnalité qui a malgré tout cristallisé une grande violence à son encontre, c'est Nicolas Sarkozy. Mais il fait pas le même effet que celui que vous décriviez, Nicolas, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que c'est contre sa volonté, contre son gré d'une certaine manière. Nicolas Sarkozy n'a jamais donné la sensation qu'il voulait être aimé de tout le monde, et d'une certaine manière, il donne la sensation qu'il assume le très très fort clivage qu'il est capable de susciter. Et d'ailleurs, au moment de sa deuxième candidature, il y a énormément de haine qui se déverse à son encontre, mais il y a aussi un socle de fans qu'on ne retrouve pour la candidature la deuxième candidature d'aucun président. Et même Emmanuel Macron, qui a des sondages qui sont quand même assez favorables, en effet, on ne sent pas ce socle de fans. On sent qu'il y a des gens qui vont voter pour lui, mais ils sont pas prêts à monter au front pour lui face à la haine. Donc c'est vrai que la configuration est quand même assez différente. Et je sais pas à quel point ça joue, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy, pendant son mandat, typiquement sur ce sujet de référence à Maurice Barrès et aux ambiances maurassiennes, au moment de ces débats sur l'identité nationale, c'était plutôt lui qui poussait, qui faisait monter ces sujets-là. On se souvient quand même, moi je me rappelle parce qu'à ce moment-là j'étais présidente de l'UEJF, que tous les jours je devais réagir à des propos de ce registre-là qui étaient tenus dans le cadre des débats sur l'identité nationale organisés par Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc, en tout cas, c'est vrai que dans la partie plus psychologique de rapport à cette haine-là, on a la sensation que Nicolas Sarkozy
l'assumait plus et savait potentiellement peut-être un peu mieux en jouer, alors que, en effet, Emmanuel Macron, je suis pas du tout en train de dire qu'il est responsable de cette haine qui suscite. C'est vrai qu'il se retrouve à, de fait, la prendre de plein fouet. Mais il la prend d'autant plus de plein fouet qu'un certain nombre d'années sont passées quand même et le populisme a augmenté de manière extraordinaire. Exactement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire une remise en cause de ce qui était notre esprit commun, je veux dire de ce qui nous rassemble, et au fond un rejet des élites, quelles qu'elles soient, scientifiques, journalistiques, politiques, et la première élite, vraiment le président de la République. Et ça, c'est monté, mais alors dans le monde entier, mais en France en particulier aussi. Avec une ambiance, je rajoute quand même, parce que je pense que c'est important, révolutionnaire à cet égard. C'est-à-dire que, on en discutait récemment, le pacte qui consiste à choisir quelqu'un et une assemblée pour nous représenter et quitte à la subir pendant des années, et d'une certaine manière rompu, c'est-à-dire qu'on s'autorise à considérer qu'on pourrait réélire ou dégager, voire même, vous le dites, guillotiner les chefs que nous avons nous-mêmes élus dans le cadre démocratique. Alors, on va parler de tout ça, notamment, parmi les bons points que vous donnez, il y a un chapitre où vous faites l'éloge du quoi qu'il en coûte, la révolution, vous dites, du quoi qu'il en coûte. Il y a, parmi les mauvais points, vous relayez les critiques au moment des obsèques de Johnny Hallyday quand le président a parlé de lui comme d'un héros national. Vous êtes très critique quand même sur le fait que il n'y a pas eu de salut respectueux aux familles endeuillées. Donc on va parler de tout ça et on va parler du grand absent de votre livre, c'est-à-dire le bilan sécuritaire de Macron. On marque une pause et le 4K revient dans un instant. Le 4K politique de la semaine avec nos trois invités, Ariel Schwab, Nicolas Domenac et Maurice Safran. Alors on parlait il y a un instant du fait que il n'y ait pas eu de dommages, de salut respectueux aux familles endeuillées victimes du Covid. Vous pensez que c'est pas un problème, Maurice Safran ? Je vais laisser Nicolas d'abord ouvrir le feu, puisque lui il pense que c'est un drame national. Moi je pense que c'est une des erreurs dont le président ne veut pas au fond tenir compte aujourd'hui, puisque nous en avons parlé ensemble de manière virile, disons, puisque moi je crois vraiment que nous avons maltraité nos anciens déjà, notamment dans la première partie du Covid, où nous ne les avons pas entourés, nous ne les avons pas accompagnés, et ensuite nous avons déshumanisé la mort. Autrement dit, comme très bien le raconte Delphine Orweiler, les morts, il faut un récit pour qu'ils continuent, au fond, à vivre au milieu des vivants, qu'on leur donne toute leur place. Alors le président, lui, considère qu'il faut attendre la fin de la guerre, ce qu'il nous a dit, pour faire un monument aux morts. Or, tous les chefs d'État des grandes démocraties ont exactement fait le raisonnement inverse. Je veux dire, Biden, Merkel ont fait un hommage simplement. Emmanuel Macron, il a une conception héroïque quasiment de la mort. C'est-à-dire qu'il est formidable. D'ailleurs, c'était très beau discours qu'il prononce à chaque fois. Je veux dire, pour saluer un combattant tombé sur le sol pour la défense de la France, ou saluer une star, etc. Il fait des discours formidables. Mais pour vous, pour moi, tous ceux qui ont perdu quelqu'un, je veux dire, il n'a pas eu les mots qu'un président de la République qui est en charge de la transcendance, d'une certaine façon. Il nous l'avait dit d'ailleurs, à Maurice et à moi. Il nous avait dit, c'est une mystique aussi, la présidence de la République. Et bien là, il n'a pas été mystique, je dirais. Il nous a fait regretter François Mitterrand, en tout cas moi. Maurice Safran. Non, moi je suis assez d'accord avec l'explication qu'il a donnée. Ce genre d'hommage est à rendre et à faire quand la guerre est finie. Alors peut-être qu'on arrive c'était effectivement une guerre. Je pense qu'effectivement on a tous été, et les différents pouvoirs, surpris par ce virus, et qu'effectivement les anciens ont été maltraités par la force des choses dans un premier temps. Mais effectivement, je suis assez sensible à son explication, qui est de dire que ce genre d'hommage se rend quand la guerre est gagnée.
Alors, encore une fois, il y a, à mon avis, une absence, un oubli, un trou noir dans votre livre, c'est le bilan en matière de sécurité d'Emmanuel Macron, qui est totalement scotomisé. Et le JDD, ce matin, dit que, pour l'opinion, la sécurité est un point faible dans le bilan du président. Ah, mais je crois que c'est un point faible. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi d'autres points forts. Mais je pense que l'élection présidentielle, c'est pas le problème de la sécurité. Les Français ont besoin de quelqu'un qui les protège, certes, hein, et qui incarne une protection. Mais ça va bien au-delà, hein. Et aussi, on prend le bilan d'ailleurs de tous les présidents de la République. Je pense qu'il y en a aucun qui peut se vanter, au fond, d'avoir fait ce qu'il fallait. Y compris Nicolas Sarkozy, qui s'était pourtant beaucoup plus engagé. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a un ratage. Mais c'est pas là-dessus. Je pense que c'est pas le sujet qui fera que les Français choisiront Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre pour élire comme président de la République ou présidente de la République. Ariel Schwab. Disons qu'en tout cas, la question sécuritaire, elle est quand même souvent très très émergente au moment des élections présidentielles, avec le pouvoir d'achat au coude à coude. Et d'ailleurs, dans le titre du JDD, c'est aussi ce sujet qui est en une. Et le volet, en tout cas, qui est coché ou qui est pas coché à travers cette question du bilan en matière de sécurité, c'est la question de l'autorité. Or, ça peut se débattre, mais en tout cas, Emmanuel Macron, dans le moment de gestion de la crise sanitaire, a quand même coché cette case d'autorité et de leadership fort et très installé via sa politique du quoi qu'il en coûte et sa manière d'avoir vraiment les mains sur la barre du bateau dans lequel on était tous embarqués, sans trop savoir où on allait. Donc, il est possible qu'en tout cas en matière tactique, la question sécurité, la question de l'autorité et de cette image-là soit dans tous les cas un acquis. Et d'ailleurs, enfin, on peut regarder. Je relisais toute l'analyse qui est faite, qui est très intéressante sur la question du leadership dans le monde. D'aujourd'hui et effectivement c'est pas cette question-là, l'identité de la France et sa place dans le monde par exemple, qui ressort en premier lieu dans les attentes des Français d'un leader. C'est tout le problème, parce que chacun raconte en boucle que la sécurité et le régalien est le principal souci des Français. Ben non, pas du tout. Quand on fait l'analyse, il se trouve que j'ai cette fiche, ça n'a rien à voir avec notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai cette fiche parce que je préparais un papier. Donc on dit la présidentielle, elle est dominée par les enjeux régaliens et identitaires. Et ben pas du tout, ça arrive en 4e position. C'est 1, le pouvoir d'achat, 2, le Covid, 3, la santé, qui est liée directement avec le Covid, et 4, l'environnement, et 5, les problèmes de sécurité. Donc effectivement, je sais que partout, à droite, à gauche, à l'extrême droite, en boucle, on explique que le problème numéro 1, c'est la sécurité. Ce n'est pas vrai. Alors, il n'a pas un bon bilan en matière de sécurité, c'est tout à fait exact, comme Hollande n'avait pas un bon bilan en matière de sécurité, et comme Sarkozy n'avait pas un bon bilan en matière de sécurité. C'est un problème, hein. C'est un vrai problème que les 3 derniers présidents, l'un de droite, l'autre de gauche, le 3e du centre droit, centre gauche, aient échoué sur le terrain de la sécurité. Pour les Français, c'est un vrai problème dont il faut tenir compte. Mais ce n'est pas le problème numéro 1. Ça n'est pas le problème numéro 1. Est-ce que c'est ce que les Français disent, en tout cas. En tout cas, ils parlent de sujets du quotidien en problème numéro 1. Le pouvoir d'achat, la santé, le Covid et l'environnement, qui est très haut dans tout le spectre public. Alors l'Europe est présent dans votre livre, est présent et va être présent, du moins on en a l'impression, puisque le dernier discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, ça ressemblait un peu à un lancement de sa campagne. Est-ce que ça sera le thème central? Et puis je vous pose la question à tous les deux, vous qui savez beaucoup de choses sur le parcours d'Emmanuel Macron, quand finira-t-il par annoncer sa candidature? Nicolas. Écoutez, quand le Covid aura débarrassé en grande partie le terrain, on ne s'attend pas à ce qu'il disparaisse, mais on espère en tout cas à l'Élysée qu'il y aura un moment où au fond il n'occupera plus les têtes complètement, parce que pour l'instant c'est vrai que on a le virus comme une obsession et à juste titre. Donc il faudra sans doute attendre. Quant à la question sur l'Europe,
pour Emmanuel Macron et pour les macronistes et pour ceux qui ont voté pour lui, c'est déterminant, c'est important de ranimer la flamme. Je veux dire, parce que là, il se distingue. Je veux dire, il n'y a pas de divergence dans son mouvement et dans lui-même sur l'Europe, alors que dans toutes les autres formations politiques, je veux dire, il y a dissension, dispute, déchirement. Donc, il aurait tort de s'en priver. Et je terminerai là-dessus. Il a d'autant plus tort de s'en priver, c'est que une des questions essentielles pour lesquelles on vote à la présidentielle, c'est la projection dans l'imaginaire. Je veux dire, est-ce qu'on est déclassé? Est-ce que la France est déclassée? Est-ce que nous-mêmes, dans la France, nous sommes déclassés? Et est-ce que, par l'Europe, on peut se reclasser un peu? Est-ce qu'on peut espérer avoir une position supérieure à celle qu'on occupe aujourd'hui? Non, mais quand est-ce qu'Emmanuel Macron va se déclarer? D'abord, il faudrait savoir s'il le sait lui-même. Premièrement. Et c'est pas sûr du tout qu'aujourd'hui il le sache lui-même. Deuxièmement, s'il le sait lui-même, un des traits très forts de ce président et cette présidence, c'est le secret. Il y a eu très peu de fuites pendant toute cette présidence. Les journalistes ont été très malheureux. Il y a eu très peu de fuites. Peut-être que Brigitte Macron est au courant, et ce n'est pas sûr. Peut-être qu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, est au courant, mais ce n'est pas sûr. Pointe à la ligne, c'est tout. Emmanuel Macron est quelqu'un qui est solitaire et qui est secret. C'est une vraie force pour un président, c'est une vraie faiblesse pour un président. Mais il est solitaire et secret. Ariel Schwab. Oui, c'est très intéressant. Je suis tout à fait. Il donne tout à fait cette sensation que vous exprimez et qui d'ailleurs que vous utilisez comme un des éléments d'explication de la manière dont il supporte la haine à son encontre. C'est que c'est très probablement structurellement, il est assez seul dans sa manière de prendre les décisions et dans un rapport quand même tout rationnel qu'il est très proche quand même du feeling dans des grands moments. Dans le JDD, Ariel Jouffen, dans le JDD de ce matin, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire parce qu'elle est sans doute vraie. Un de ses proches, je ne sais plus lequel, qui évidemment ne sait pas quand est-ce qu'il va être candidat, qui dit il va se réveiller un matin, il va se dire c'est bon, c'est ce matin. Ça peut effectivement se passer comme ça. Ça donne vraiment cette sensation. Alors on va quitter votre livre et aborder, puisque c'est un magazine sur l'actualité de la semaine, et dans l'actualité de la semaine, il y a le ralliement de Gilbert Collard, pardon, à Éric Zemmour. Ça peut modifier la donne à l'extrême droite? En rien. En rien. Je crois. Je veux dire, c'est un frisely sur un océan un peu agité à l'extrême droite. C'est une compétition qui a lieu entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et un peu Valérie Pécresse. En tout cas, une compétition qui aura de l'intérêt pour la qualification ensuite pour le second tour. Mais jusque-là, pour l'instant, ça ne touche en rien l'opinion. On a vu que Éric Zemmour était en recul parce qu'au fond, ce qu'il a fait exister, c'était l'outrance, et que l'outrance limite son impact en même temps. Donc là-dessus, il n'a rien dit de pire ou de plus ou de moins hier, et ceux qui sont venus le rejoindre sont au fond des gens qui n'avaient pas trouvé leur place auprès de Madame Le Pen ou auprès de Valérie Pécresse, et qui sont venus parce que ils sont attirés par la lumière des projecteurs. Je veux dire, Monsieur Collard est un saltimbanque qui court dès qu'il y a une caméra qui tourne, mais ça ne pèse rien. Ça aurait été Marion Maréchal, ça aurait été une autre histoire, mais ça n'est pas. Moi, Maurice Safran. Ce qui reste pour moi un gouffre de perplexité, il y a sans doute un ralliement beaucoup plus important que Gilbert Collard, c'est le jeune Damien Rieu. Damien Rieu, c'est un identitaire qui est à l'extrême droite de l'extrême droite, qui est un fasciste, quoi, disant les choses clairement. Personne ne s'étonne qu'un fasciste rentre dans le jeu, qu'on commande son arrivée sur les chaînes d'infos, les radios, tout à fait normalement, etc. Éric Zemmour a été interrogé par Darius Rochebain avant-hier, vendredi soir, sur LCI. Darius Rochebain, à plusieurs reprises, l'a relancé sur Pétain et les Juifs. Il n'a pas reculé d'un centimètre. Donc, quand, par exemple, j'apprends par des amis
qu'en Israël, une partie de la communauté française franco-israélienne veut voter pour Éric Zemmour, ça reste absolument sidérant. Quels sont les ressorts? Oui, il y a beaucoup d'intox là-dedans. Peut-être, mais je trouve ça absolument fascinant parce qu'en réalité, sur ces questions-là, sur les enfants Sandler, sur Pétain, etc., on a dit c'est la campagne, etc., il n'a pas reculé d'1 centimètre et vendredi soir, sur Pétain et les Juifs, il a repris les thèses les plus éculées de l'extrême droite, et voilà, et quand le lendemain, on apprend qu'il est rejoint par l'extrême droite de l'extrême droite, bah ça passe pas mal dans le fond. Ariel On Schwab. en a beaucoup parlé de cette affaire, de la question du vote juif réel supposé pour Zemmour. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent. D'abord, en effet, c'est difficile de savoir à quel point ce qu'on dit est vrai sur les intentions. Personne ne sait. Et derrière, en plus, si les gens iront jusqu'à franchir l'étape de mettre un bulletin pour quelqu'un qui aura eu des ralliements fascistes, qui va continuer de tenir des propos extrêmes, bon, espérons, en tout cas, fort à parier que certains éclaireurs, dont une partie de la communauté juive, sera bloquée dans cette étape. Mais c'est vrai que c'est un sujet inépuisable et totalement mystérieux, quand même, en grande partie. Ce qu'on en comprend quand même, je pense que c'est important de l'analyser, c'est que Éric Zemmour se positionne dans un attachement à la France surdimensionné. C'est un message, et ça c'est vraiment une partie du message qui est vécu dans les veines d'une partie du monde juif, qu'il y a un récit de l'histoire des Juifs d'Algérie ou de l'histoire du retour d'Algérie au sens large dont il se part et qu'il est le seul à exploiter et à incarner de cette manière-là, c'est-à-dire le sentiment de trahison de la France, l'envie de retour à une France éternelle et grande. Enfin, il joue sur des... je vois que vous voulez réagir. Il joue sur des... Je termine juste là-dessus. Il joue vraiment sur cette corde. On oublie à quel point la communauté juive est en majorité constituée par des gens d'origine algérienne. Oui, déjà, ça, Ariel, c'est quand même un phénomène majeur et marquant. Vous avez raison, mais je demande à tout le monde, à tous les auditeurs, de réécouter l'émission de Darius Rojma vendredi. Il demande l'interdiction de la kippa dans la rue. Il y a un pas qui a été franchi, amende pour celles qui portent le voile, amende pour ceux qui portent la kippa dans la rue. Il l'a dit clairement chez Rojma vendredi soir. J'aimerais bien avoir la réaction des instances juives sur cette question. Les instances juives sont très claires. Oui, mais là c'est nouveau. Mais là c'est nouveau. L'ensemble des institutions juives est très clair. Non, je dis pas le contraire. Sur ce point précis-là, demande d'un candidat important, 12% dans les sondages, c'est pas n'importe quoi. Il n'est pas décroché, il n'a pas encore perdu. 12%, c'est très important. De 12 à 20, ça peut aller très vite. Interdiction de la kippa dans les rues et amende pour ceux qui la portent. Non, mais c'est vrai, c'est très impressionnant. Mais il y a un peu de même Marine Le Pen qui avait esquissé la chose est revenue là-dessus. Tout à fait. Alors, je vous propose de terminer par un phénomène un peu de société. C'est aussi un livre qui a trahi Anne Frank. C'est un livre d'une Canadienne, Rosemary Sullivan, qui affirme vouloir mettre un terme au mystère de la dénonciation de la petite fille d'Amsterdam. On sait qu'il y a eu plusieurs hypothèses. Est-ce qu'on peut refaire une enquête sur ce sujet 80 ans après? Est-ce que c'est crédible? Ça dépend comment. Ariel Schwab. C'est-à-dire que réviser l'histoire est toujours possible et c'est même probablement structurel comme démarche pour les historiens. La question, la première, c'est quand même l'intention, je pense, et la lecture et l'utilisation qui peut en être faite. J'ai aucune idée de la véracité. D'ailleurs, ça a été après très secoué comme thèse, le fait qu'elle aurait été dénoncée par des juifs. Ce que je trouve important, inquiétant et en tout cas intéressant à regarder, c'est
Qu'est-ce qui, à ce point-là, anime et intéresse dans le fait de traiter Anne Frank comme un fait divers, la Shoah du coup comme un fait divers qu'on rouvrirait comme un dossier passionnant à décrypter pour réchauffer nos longues soirées d'hiver. Donc déjà il y a quand même un rapport à cette histoire-là qui me semble un peu voyeuriste et donc très gênante. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qui fait que c'est tellement intéressant de soupçonner potentiellement que ce soit des juifs qui aient dénoncé l'emblème de la jeune fille qui a été exterminée pendant la Shoah. Et ça, je pense qu'il faut quand même faire très attention à ça. C'est-à-dire que on connaît tous, et il faut le savoir, la place des capots, des Judenrat pendant la guerre qui ont été obligés et qui ont d'ailleurs pris la situation différemment d'orchestrer et d'organiser pour le compte des Allemands la déportation des Juifs, le fait qu'ils continuent à vivre ou à survivre dans les ghettos, etc. Il y a eu énormément de choses qui ont été écrites et pensées sur ces sujets, notamment Lanzmann avec Benjamin Murmelstein. Qui a présenté ça comme eux-mêmes sont des victimes. Exactement. Mais en même temps, avec toute la complexité qu'il y a derrière, le besoin de survivre, la position de terreur, les dérives humaines qui peuvent être liées aussi à chaque personne. Son documentaire sur Benjamin Murmelstein pour le ghetto de Theresienstadt est édifiant, c'est passionnant sur la nature humaine même. Mais pour autant, je sais pas si c'est un besoin de se déculpabiliser et de se demander si finalement les Juifs sont pas aussi les propres collaborateurs de leur histoire. C'est pas sans lien avec cette révision de l'histoire de Vichy. Aujourd'hui, on a envie de se dire que le symbole de la collaboration serait peut-être en fait des sauveurs de Juifs et de se dire que finalement les victimes suprêmes de la Shoah seraient peut-être elles-mêmes des dénonciatrices. En tout cas, il y a des espèces de dérives voyeuristes. Éric Zemmour n'ira pas jusque-là. Enfin, on lui. Qu'est-ce qu'on dit sur Vichy quand on dit que le symbole de la collaboration a été lui-même en position de sauver des Juifs? C'est exactement ça qu'on dit. C'est ça que. Mais ce qui m'a frappé moi, j'ai lu dans les journaux cette semaine ce qui se racontait sur cette enquête, ce livre. Effectivement, le principe de l'histoire, c'est la révision. C'est pas le négationnisme, évidemment, c'est la révision. Exactement. Bon, très bien. Donc on peut évidemment réviser l'affaire Anne Frank comme toutes les affaires. Simplement, ce qui m'embête, c'est que l'historien néerlandais, dont je serais incapable de vous citer le nom tellement c'est compliqué, l'historien néerlandais spécialiste de la question, dit que la thèse est totalement bidon. Donc voilà, c'est quand même très préoccupant. Nicolas Domnac. Non, moi j'étais très gêné aussi, mais ça a été merveilleusement dit, par une espèce de jubilation de ceux qui disent, vous voyez, ce sont les Juifs qui ont dénoncé d'autres Juifs, donc ça nous permet de nous déculpabiliser à peu de frais. Alors on va faire un tour de table comme c'est d'usage dans de tradition dans cette émission sur tout simplement le coup de cœur ou le coup de gueule de la semaine. Vous avez le choix entre les deux. Qui veut commencer? Ariel. Tant qu'on est dans le thème, ça me relance sur le documentaire de Lanzmann sur Murmelstein et sur Theresienstadt. Allez le voir, si vous le retrouvez, il doit être accessible. C'est passionnant, ça raconte vraiment... Oui, avec une très jolie fin où il pose la main sur son épaule. C'est vrai, il lui pardonne alors qu'il est à la fois l'emblème de la victime par excellence et en même temps de la collaboration au tréfonds de l'histoire et du moment le plus dur pour son peuple. Ça questionne aussi le rôle d'un leader dans les moments les plus douloureux, avec les décisions les plus les positions de dilemme les plus fortes et les plus intenses qu'il puisse y avoir. Et ça nous remet de la complexité dans cette histoire de la Shoah et de son déroulement, sans pour autant en faire n'importe quoi et utiliser des morceaux négationnistes plutôt que révisionnistes, en effet. Moi aussi, un coup de cœur pour le formidable livre de Manuel Carcassonne, Le Retournement. Alors Manuel Carcassonne, c'est un éditeur connu sur la place de Paris. Il est PDG des éditions Stock. C'est son premier roman. C'est son histoire aussi. C'est une vieille famille des Juifs du Pape. Donc ces Juifs qui sont arrivés dans la région d'Avignon au XIVe siècle. Donc Dieu sait si les Israélites français, c'est vraiment eux. Et il raconte, à travers l'amour d'une femme qui est libanaise, comment il redécouvre le judaïsme. Et c'est absolument passionnant.
Nicolas Demorand. Pour finir. Nicolas, je vais y Non, arriver. il peut y Nicolas avoir- Domenech. Non, un coup de gueule contre le procès et l'exécution de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a eu lieu parce qu'il a pris 4 jours de vacances à Ibiza. C'était une erreur Ibiza, compte tenu, comme Saint-Tropez, ça a un côté luxe et volupté. Alors que, bon, l'école ouverte, je veux dire, on lui doit parce qu'il a tenu bon contre les technocrates, il a tenu bon contre Édouard Philippe, qui voulait fermer les écoles, contre une partie des syndicats d'enseignants, qui voulaient fermer les écoles, alors que pour les enfants, dire c'était essentiel de maintenir les écoles ouvertes, pour l'économie aussi, mais d'abord pour les enfants et pour les parents aussi. Donc je trouve qu'il y a des moments où il faudrait quand même mesurer les choses. Je veux dire, en France, dans toute cette période-là, il n'y a pas grand-chose dont on peut être très 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 fier. L'école ouverte, on peut. Alors, je voudrais revenir et préciser quand même une chose, parce que j'ai donné l'impression tout à l'heure que votre livre était un livre totalement dithyrambique. Il y a quand même des critiques, et notamment, il y a ce mot de Jacques Julliard à propos d'Emmanuel Macron. Il est souvent judicieux, il est rarement rassurant, on le comprend, on ne le sent pas. Le mystère Macron s'épaissit. Et puis il y a cet autre de Marcel Gauchet. Macron est un réformiste qui n'a pas les moyens de ses ambitions, quel que soit le sujet, le cafouillage, même quand il n'est pas repéré, est la règle. Ah, il y a une des C'est erreurs. dur comme critique. C'est dur, mais il y a quand même eu, parmi les erreurs qui ont été commises, et encore une fois, il y a eu des succès, donc on tente d'équilibrer, mais parmi les erreurs, il y a eu le mode de gouvernance et l'erreur de ne pas avoir associé la CFDT, qui était le principal syndicat réformiste prêt à jouer le jeu. Et au fond, dans l'enfermement du pouvoir jupitérien, il y a eu ce loupé, quoi, parce que il y avait une possibilité historique de créer, d'avancer quelque chose de fort, et il est passé à côté. Mais Nicolas est un parfait exemple de l'opinion publique française, parce qu'il oublie de dire que lui, comme les autres, pendant la première année, tout le monde trouvait le jupitérisme formidable. Formidable. Enfin. Alors ça a tourné après, mais même lui, pendant la première année, était un partisan du président Jupiter. C'était formidable. Enfin, après Hollande, la chiffre molle, quelqu'un qui décidait, qui prenait des décisions avec ça. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on dit. Pendant un an, tout ce qui lui est reproché après, pendant un an, ça lui était crédité. C'était formidable, vertical. Enfin, quelqu'un de vertical. Alors ça a changé après, mais rappelons-nous quand même que pendant un an, ça lui était totalement crédité. Mais ça s'est accompagné aussi de mépris. La bascule, c'est le mépris. Mais je suis d'accord là-dessus. Ce qui se dégage aussi du livre, c'est assez étonnant quand même, c'est que ce président qui est un intellectuel est boudé par les intellectuels. J'ai lu tout à l'heure ce qu'en pensent Marcel Gauchet et Jacques Julliard, mais c'est à peu près tout le monde. Il est boudé par les intellectuels parce que il est capable de fautes psychologiques étonnantes. Il convoque pour un dîner, il invite pour un dîner les principaux intellectuels français. Ça se finit à 3h du matin. Mais c'est lui qui parle pendant 90% du temps. Ils sont sortis de ce dîner ulcérés. Ils étaient convaincus que c'est eux qui allaient parler au président de la République, et c'est le président qui leur a parlé. Macron, pourquoi tant de haine? C'est paru chez Albin Michel. C'était le 4 quarts politique de la semaine qui recevait aujourd'hui Nicolas Domenech, Maurice Safran et Ariel Schwab. Bon dimanche à tous.